Mesdames et messieurs, premier podcast avec Louis-Philippe Rousseau. Bienvenue au podcast. Salut, merci. Très Merci content de t'accueillir. Ben, avec plaisir. Écoute, moi aussi, je suis content d'être là. Ouais. Ouais. Là, j'ai appris quelque chose juste avant le podcast. Donc, tu fais de l'improvisation avec sous la LNI, dans le fond. Puis, c'est le fun parce que dans le podcast, c'est pas de l'impro. Mais tu sais, on a des questions, mais c'est zéro scripté. Tu sais, c'est des lignes directrices. Fait après, tu réponds surtout dans des questions plus philosophiques, plus mindset, vision. Ben, c'est des questions propres à tes valeurs qu'on va aborder aujourd'hui dans le podcast. Évidemment, on va parler un petit peu de ton parcours dans le premier tiers de l'entrevue. Fait évidemment, tu es propriétaire de IO4 Technology. Puis pour que les gens comprennent de où on est puis de pourquoi on fait le podcast aujourd'hui. Mais en fait, tu m'as contacté suite à l'écoute du podcast avec Nicolas, si je me souviens bien. Oui, c'est en plein ça. Puis j'en ai écécouté d'autres aussi. Oui, OK. T'as écouté quel épisode? J'ai bien aimé ton approche. Écoute, il y a un des défauts que j'ai, là, c'est les noms. Je suis pas capable de retenir les noms des gens. Là, fait tu peux me dire c'est quoi le domaine? Des fois, le domaine, la couleur des cheveux, les t-shirts, des fois, ça... c'est ça, il y avait une dame avec les cheveux blonds. Tu sais, tous les parcours sont quand même intéressants. Ouais. L'idée derrière ça, des fois, c'est pas nécessairement de voir c'est quoi le succès que tu as au niveau de ton entreprise, mais c'est de voir le parcours que tu fais. Et puis, je vais faire une petite précision en passant. Je fais des cours d'impro à la LNI. Je suis pas dans la ligue d'impro. C'est amateur. Précision mais c'est cool d'avoir cette approche-là. On va en parler. Là. Ouais. Mais oui, bref, fait que, donc, tu m'as contacté par LinkedIn. Je dis, c'est cool, l'épisode, tout ça. Puis je dis, je te relance la balle. Tu as déjà participé à des podcasts. Est-ce que tu aimerais vivre l'expérience On Jase Business? On a fait une rencontre Explo. Puis tu as accepté de participer au projet. Donc, merci encore de ton temps. Puis d'être ici. Puis de créer ce beau contenu-là, guys. Il va y avoir des belles capsules qui vont sortir, évidemment, comme d'habitude. Donc, Louis-Philippe, commençons par le début du commencement. Avant même de te lancer dans le domaine, parle-moi un petit peu de ton implication en impro. Je suis juste vraiment curieux pour que les gens qui se questionnent là-dessus. Oui, c'est super intéressant. En fait, c'est l'année passée. Ça fait, comme tu disais, ça fait 1 an et demi à peu près que je fais ça. Chercher une activité qui était complètement hors du cadre du travail. Là, parce que, tu sais, on fait souvent des 5 à 7, on va voir des conférences, du réseautage. Exactement, tu sais. Puis là, tu sais, moi, j'ai une famille, puis tout ça, fait que je me dis, les soirs où le temps que je prends à pas être dans ma famille, tu sais, c'est souvent du temps pour la business, puis je prends pas beaucoup de temps pour moi. En plus du temps familial, on va dire. Fait que je voulais, on va dire ça de même, là, tu sais, enlever un peu de réseautage, puis rajouter une activité qui est vraiment plus pour moi, puis qui va me sortir de ma zone de confort. Okay. Puis, idéalement, que ça allait on va dire, titiller ou explorer le côté créatif. Fait que là, tu sais, j'avais pensé, je vais-tu jouer de la musique? Je vais-tu... puis là, je checkais les activités. Tu sais, ça me tente pas d'aller faire des sports nécessairement. Tu sais, je suis pas super sportif, là. Ouais. Je me tiens en forme, mais pas assez pour, mettons, faire partie d'une équipe, mettons. Fait que je suis tombé là-dessus, puis j'avais aucune espèce d'idée dans quoi que je m'embarquais, là. Puis, t'avais-tu une petite c'est comme un frein par rapport à ta peur de l'essayer ou? Non, pas du tout. Non, en fait, c'était une excitation plus que... Oui, c'est ça. Je te dirais, au début, je me sentais un peu, on va dire, imposteur, dans le sens que, tu sais, je me dis, qu'est-ce que je fais là? Je veux dire, il y a des gens qui font ça, qui sont passionnés, tu sais, je me suis rendu compte que, tu sais, il y a du monde qui veulent faire du acting, là, puis, tu sais, ils veulent développer leur à travers ça, personnalité d'acteur, puis tout ça. Puis moi, dans ma tête, faire de l'impro, c'était genre faire des jokes avec du monde sur une scène, puis tout ça. Puis c'est un peu ça. Mais tu sais, je veux dire, c'est surtout, justement, tout le côté, dans le fond, créatif qui vient avec ça. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est vraiment bon pour sortir de ta zone de confort parce qu'il y a comme... t'as pas de contrôle tant que ça. Tu sais, dans le sens que, tu sais, dans la vie ou dans le travail, puis tout ça, on a beaucoup de contrôle, surtout quand tu commences une entreprise, puis tout ça, tu fais souvent tous les rôles dans l'organisation, là, tu sais. Ouais, exact. Fait que, j'essaie de faire un parallèle en même temps, là, mais tu sais, le faire de l'improvisation, c'est tu te mets devant une situation où est-ce que tu sais pas qu'est-ce qui va arriver. Il faut quand même que tu essaies d'une certaine façon de
développer une histoire, un personnage, puis tout ça, puis rendre ça plus ou moins intéressant, là, tu sais, pour ton audience, là, puis tout ça. Ben oui. Fait que c'est ça un peu le défi. Fait que, tu sais, dans le quotidien, on va dire, ce que ça rapporte, ça relativise des fois des interventions que tu fais. Tu sais, comment que tu veux réagir ou comment que tu veux présenter. Non, mais mettons avec un client ou avec un collaborateur, un fournisseur, un partenaire, ça te permet de... Tu sais, souvent, c'est ça, c'est pas juste un... Ah ben, c'est le vie de vie, c'est le fun, tu sais, c'est comédien, c'est cute, whatever. Mais tu peux l'adapter aussi dans le niveau professionnel. Fait que, tu sais, probablement que le goal n'est pas nécessairement d'aller chercher des acquis professionnels. C'est plus parce que tu as du plaisir à faire ça aussi. Oui, c'est ça, exactement. Puis, tu sais, il y a des affaires, par exemple, tu sais, que de base, tu sais, on fait beaucoup de rencontres clients via Teams maintenant. Puis, ça, fait que ça paraît moins, tu vois une face, puis tu as une face de l'autre côté, tu sais. Fait que, mais quand tu es one-on-one avec des gens, tu sais, c'est comme comment tu te tiens, c'est quoi ta posture. C'est vrai? Tout le body language. Moi, je pensais pas avant. Puis en faisant ça, en faisant ces cours-là, tu te dis, ah oui, c'est vrai. Je me fais dire que je marche tout le temps en rond. Là. Je suis pas capable de... Là, je suis assis, là, c'est pas pire. Mais si on parlait debout, je bougerais naturellement. Tu sais, je suis de même. Tu sais, fait que c'est ça. Fait qu'en impro, tu sais, tu te le fais dire, tu sais, tu te fais coacher un peu. Tu sais, comme, OK, les gens, ils savent plus où garder. Tout ça. Fait que là, après, dans ta vie... professionnel ou personnel, tu y penses. C'est comme, ouais, c'est vrai, je suis comme... J'ai ces tics-là ou ces habitudes-là, mettons, en communication avec quelqu'un. C'est ça. C'est intéressant. Puis, parle-moi un petit peu plus mettons, d'une mise en scène d'une improvisation. Donc, c'est quelqu'un qui va proposer une thématique. Là, tu m'avais dit aussi qu'il peut en avoir comme il peut ne pas en avoir. Donc, on lance le bal, puis quelqu'un lance le scénario. Fait explique-moi comment ça fonctionne. Puis, un match, là, est-ce que il y a un winner là-dedans? Comme si le but, c'est de... comment ça fonctionne tout ça? Ben, comme hier, tu sais, on avait le spectacle de fin d'année, là, dans le fond. Puis c'est un match. Fait que, tu sais, dans le fond, là, tu as deux équipes, puis c'est comme qu'est-ce qu'on va voir, mettons, la LNI, puis tout ça. Fait que il y a un arbitre qui donne un thème, puis tout ça, puis les gens, il y a une très courte, consultation au début, là, c'est juste des fois pitcher une idée, une émotion, quelque chose, puis tu parles. Puis tout ça. Par contre, puis là, ben, tu essaies d'entretenir ça pendant 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes, tu sais, puis là, tu sais pas qu'est-ce que les autres vont amener là-dessus, tu sais, fait que c'est pour ça que c'est important de pas partir avec une idée préconçue, parce que tu vas te faire démolir ton idée en 2 secondes, là, tu sais. Puis là, tu vas être obligé de penser à qu'est-ce qui va venir après. Il n'y a pas de préparation nécessairement. C'est dans le moment présent, on the spot, de genre, c'est toi, il faut qu'il trouve une suite à l'histoire, mettons. Ben, c'est en plein ça, tu sais, où il faut que tu réagisses, il faut que tu laisses les gens, tu sais, développer leur personnage pour que, tu sais, ça aide tu sais, pour que les interactions soient intéressantes. Mais, tu sais, ça vient, puis là, c'est un autre parallèle que tu peux faire avec, tu sais, avec tes interactions avec la business, tu sais, c'est comme... Puis c'est un truc que j'ai appris aussi dans le parcours avec d'autres réseaux professionnels comme Espacing qui n'existent plus. On a eu du coaching avec ça il y a quelques années. Oui, je connais, Puis, dans le fond, un des trucs que j'ai appris de là, puis c'est un des coachs qui nous avait dit ça, il dit « Essayez d'écouter ». Puis on avait des exercices où est-ce que là, il fallait qu'on écoute la personne devant nous pendant 2 minutes. Puis tu sais, des fois, quand c'est intéressant, puis tu notes, tu sais, mais tu as envie, tu sais, de dire quelque chose, mais là, t'attends. Ça te brûle, là. Oui. Fait que c'est là que tu te rends compte que, dans le fond, de te retenir puis d'écouter, ça a beaucoup de valeur, tu sais. T'apprends beaucoup sur laisser parler, mettons, tes employés, tes clients, ou, tu sais, les gens avec qui tu interagis, de les laisser parler, tu sais. Pas tout de suite intervenir, puis tout ça, donc... puis c'est vraiment un art, la communication. Souvent, on banalise, puis on dit, autant dans les relations personnelles que professionnelles, de dire, la communication, c'est la clé, c'est vrai, mais c'est quoi une bonne communication, puis comment on la prête aussi en affaires. Fait qu'on va pouvoir peut-être relancer ce genre de sujet-là dans le podcast. Pour que les gens comprennent un peu plus, là, c'est quoi l'implication, justement, ton implication chez IO4 Technologies, puis votre offre de service? Comment, juste comme brièvement, comment fonctionne justement lorsqu'on travaille avec vous, là? En fait, c'est assez simple. Nous autres, on est une société IO4, c'est une société de services professionnels en informatique. Puis on est spécialisé dans l'écosystème de Microsoft.
Donc, fait que cassez-vous pas la tête, c'est Microsoft. Donc, si y a quelqu'un qui a besoin d'aide pour du Microsoft, c'est nous autres c'est notre expertise, c'est ça qu'on fait day in, day out. OK. Puis, dans le fond, tout ce qui est, mettons, on va aider les clients en mode projet. Donc, on travaille sur des projets, on va dire, à haute valeur ajoutée, là, ou que ce soit des implémentations, de l'optimisation des environnements. OK. C'est là où est-ce qu'on amène le plus de valeur. Tu sais, la plupart de nos clients, ils ont déjà des équipes TI en place. Tu sais, fait que là, nous autres, on vient amener une expertise supplémentaire. Ouais, c'est ça, de l'accompagnement. Pour soit déployer des nouvelles technologies là, au sein de l'écosystème ou juste pour maximiser le retour sur investissement. Tu sais, des fois, tu utilises, mettons, tes licences Microsoft, mais tu utilises ça à, je sais pas, 20% de la capacité parce que tu as d'autres... Tu comprends pas toutes les fonctionnalités. Oui, c'est ça, exactement. Tu sais, fait que beaucoup de clients qui viennent vers nous pour ce genre de besoin-là. Mais c'est cool. Fait que tu as eu un besoin clairement de formation, d'éducation puis de compréhension de cet écosystème-là puis des systèmes à l'interne aussi. Là. Ben c'est ça. Puis tu sais, moi, avant d'avoir IO4 ou avant de partir IO4, j'étais spécialiste, dans le fond, au niveau de l'architecture des systèmes Microsoft. Okay. Fait que j'ai travaillé comme consultant, moi, pendant 15 ans avant de partir IO4. Ouais. Donc, je connaissais déjà un peu où est-ce que je voulais qu'on s'en aille. Mais c'est cool, ça, c'est un beau background qu'on pourrait discuter justement. Donc, consultant à ton compte ou tu étais consultant au sein d'entreprise? Non, j'étais consultant à mon compte. Right. Puis là-dedans, c'est arrivé une fois. En fait, ça, c'est drôle, c'est que il y a un rôle que j'ai fait en tant que salarié. C'était celui juste avant de partir IO4. Parce que dans le fond... tout au long de la carrière de consultant, ce que j'aimais beaucoup, c'est que dans le fond, je travaillais sur des projets chez les clients. Puis, tu sais, comme architecte, par exemple, puis là, on designait des systèmes puis on les mettait en place. C'était des grosses, tu sais, des gros projets. Tu sais, avec beaucoup de moyens, puis des grosses entreprises, puis tout ça. Fait que c'était super intéressant, tu sais, pour, mettons, amener de la valeur puis tout ça, puis amener des équipes à un autre niveau dans ces entreprises-là. Ouais. Ceci dit, rendu, dans le fond, dans ma carrière, ça faisait comme déjà un bout que j'étais consultant. Là. Je me suis dit, c'est-tu ça ma voie? C'est ça que je veux faire. Oui, c'est ça que je veux faire jusqu'à ma retraite. Tout ça. Parce que ce qui est le fun quand tu es consultant, c'est que tu passes d'un projet à l'autre, tu passes d'un client à l'autre, mais au final, ce qui me manquait un petit peu, c'était l'esprit d'équipe. Parce que d'avoir des gens avec toi? Oui, ou avec moi, ou tu sais, de travailler comme, je sais qu'il ne faut pas dire ça, mais un peu comme une famille, là, comme une équipe. Oui, faut pas dire ça parce que c'est mal utilisé, là, mais c'est ça. Je pense que les gens qui le disent puis qui font vivre dans leur culture d'entreprise puis qui réussissent, that's it, là, bravo. Là. C'est ça. Fait que juste avant de partir IO4, j'avais travaillé pour la Banque nationale, dans le fond, comme, mettons, architecte, puis j'avais un rôle un peu plus stratégique pour des gros projets d'implémentation Microsoft. Puis, une des choses que j'aimais bien, c'était justement les équipes avec qui je travaillais, puis le sentiment d'appartenance, de faire partie d'une organisation, puis tout ça. Fait que le problème, c'est qu'à un moment donné, quand tu travailles dans des grosses organisations, les projets, ils sont pas... ils sont pas soutenus. Des fois, entre deux projets, tu as du temps un peu plus... c'est un peu plus mort, là, je vais dire ça de même. Puis, je n'étais pas habitué à ça parce que moi, j'étais en consultation. Dès qu'un projet finissait, je m'en allais sur un autre projet. Oui, de l'un à l'autre, là, vraiment, c'est du coq à l'âne. Oui, c'est ça. Puis que ce soit chez le même client ou chez un autre client. Dans le fond, j'enchaînais les projets de même depuis longtemps. Puis, essentiellement, ce que vous faites avec IO4 maintenant, est-ce que c'est un peu l'extension de ce que tu faisais à petite échelle, toi, en tant que consultant? Bien là, c'est là que je m'en vais. C'est que dans le fond, après avoir fait beaucoup de gros projets d'envergure chez des grandes organisations, bien là, il est arrivé, j'avais développé une expertise sur le cloud Microsoft. Puis je me suis rendu compte, c'est assez évident, là, mais tu sais que par rapport au début de ma carrière, où est-ce que, mettons, pour travailler sur des gros environnements complexes comme ça prenait des serveurs, ça prenait des data centers, tout ça. Ouais. Puis maintenant, avec le cloud, tu peux reproduire, mettons, l'infrastructure de CGI là, dans ton salon. Tu as juste à sortir de ta carte de crédit, là, puis tu es all set. Puis tu as déjà ton
ton univers, finalement. Oui, exactement. Fait que là, je me suis dit, écoute, il y a encore peut-être en 2026, ça existe encore, mais à l'époque, je me disais, ça se peut pas qu'il faut que j'envoie un fax. Non, ça se peut pas, non. Il faut que... Aux hôpitaux, tu sais, précisément, par exemple. Aux hôpitaux, tu sais, dans certains clients. Il y a encore des entreprises privées qui l'utilisent? Sûrement, là. Mais tu sais, dans le temps, il y en avait, tu sais. Puis là, j'étais comme, il faut que je trouve le moyen d'aller évangéliser, je sais pas comment dire, la partager technologie. La bonne nouvelle, c'est vraiment ça. Là, on est rendu ailleurs, là, guys. Là. Bon. Puis l'idée, c'est ça, c'est d'amener cet écosystème-là, l'écosystème, dans le fond, qui est disponible puis que les grandes entreprises exploitaient beaucoup déjà à l'époque, sur, on va dire, le mid-market / grande PME, là, si on veut. Puis, juste pour que les gens comprennent, dans le fond, mid-market à grande PME, c'est combien d'employés en moyenne? Bien, c'est ça. Nos clients, ils ont plus de 100 employés, mettons, on va dire, en moyenne. Là, ça, puis, mettons, mid-market, on va dire, c'est entre 1000 et 5000 employés, là, si on veut. Puis après ça, tu as les grandes entreprises à côté de ça. Mais il y avait encore beaucoup d'entreprises, on va dire, dans le milieu manufacturier ou... services professionnels, financiers, mettons, qui étaient un peu... qui avaient des gros besoins technologiques, parce que des fois, c'est des quick wins que tu peux faire rapidement là, au niveau de l'implémentation puis de l'optimisation des technologies. Puis c'est là où est-ce qu'on a voulu se positionner. Puis rapidement, on a eu quand même... pas mal de succès. Là. Puis, puis c'est ça qui est drôle. Hier ou avant-hier, c'est mon collègue Jordan qui nous a annoncé ça à l'interne. On a passé le cap du 100 projets actifs en parallèle. Fait que là, en ce moment, on gère à peu près 100 projets. 100 clients simultanément. Oui, exactement. Wow. Félicitations. Puis, tu sais, on n'est pas une si grosse équipe que ça. En ce moment, on a 25 collaborateurs. Fait que, tu sais, les gens, ils travaillent sur, mettons, 5-6 projets en même temps. Là, des fois, même plus. Je pense qu'il y a quelqu'un qui fait 12 projets. Mais, tu sais, je veux dire, ce qui est différent des compagnies comme, tu sais, mettons, des fois, CGI, Alitia, tout ça, c'est que nous, on ne fait pas vraiment de placement de personnel. On en fait un peu, tu sais, pour les clients qui nous aiment vraiment beaucoup puis qui ont un besoin permanent d'optimisation, surtout les plus grandes entreprises. Mais la plupart de nos clients viennent vers nous pour les projets. Donc, c'est des projets qui sont très nichés, spécifiques. Puis, on vient les aider, dans le fond, à, on va dire n'importe quoi, là, rehausser la sécurité de leur environnement ou optimiser la gestion documentaire. Tu sais, des choses comme ça. Puis, on amène quand même beaucoup de valeur là-dessus. Puis là, tu sais, vous irez voir le site, là, il y a plein d'autres trucs là, au niveau de l'offre de service. Là, tu sais, on fait un peu de service géré, du support avancé, tout ça. Mais tu sais, je veux dire, souvent, les clients ils viennent vers nous spontanément pour des projets. Right. Là, tu m'as mentionné aussi ta clientèle. On souvent déjà une équipe TI à l'interne. Ouais. Des clients qui ont une certaine... que ce soit, mettons, un client de mid-market qui n'a pas d'équipe TI. Ça se peut, là, qui délègue peut-être à une entreprise externe. Ouais. Comment votre approche, est-ce qu'elle est différente ou est-ce que, vraiment, on ne prend pas en charge ce genre de clients-là? On y va avec des gens qui font ça à l'interne. C'est quoi un peu le... Non, absolument. On a des clients qu'on va appeler en service géré. Là. Ouais. C'est des clients, généralement, qui ont une petite équipe TI, mais qui vont gérer l'opérationnel, le quotidien puis tout ça. Puis nous autres, on vient, dans le fond, aider avec l'expertise avancée, mais aussi la surveillance, la sécurité, toute la patente là, qui vient avec ça. Ouais. Puis, c'est rare qu'on prend en charge l'ensemble des TI d'une organisation, mais on le fait. OK? On le fait, mais c'est notre spécialité, comme je te dis, c'est plus d'être niveau 3, là, mettons, niveau 2 au niveau des organisations. Mais on en a des clients qui sont comme « Hey, les gars, là, voilà les clés, là, puis j'imagine. Avec ça. » Mais tu sais, après un moment donné, tu sais, ça vaut souvent la peine d'avoir quelqu'un à l'interne, tu sais, même si c'est pas l'expert absolu, tu sais, au moins d'avoir une proximité avec tes ressources, puis tout ça qui peut être power user, puis tout ça. Nous autres, on va venir appuyer le reste sans problème, là, mais je veux dire, tu sais... D'avoir quelqu'un à l'interne, au moins, qui fait touchpoint avec ce service. C'est ça. Puis hier, j'avais une discussion justement avec un entrepreneur en TI, puis il disait que de plus en plus d'entreprises, oui, ils vont utiliser le cloud,
Mais ils vont bâtir un certain niveau, un serveur à l'interne parce qu'ils veulent hoster leur propre intelligence artificielle. Donc, agent IA et tout ça pour, tu sais... Fait que oui, il y a l'avenue du cloud, mais en plus, il y a encore peut-être, tu sais, d'acheter du physical format, là, tu sais, encore en serveur là, privé. Fait que je trouve ça intéressant. As-tu un peu cette discussion-là avec tes clients? Oui, ben ce que tu parles, c'est mettons, on va dire le modèle hybride, là. Tu sais, Exact, modèle hybride, oui. Ouais, fait que nous, on est vraiment spécialisés sur le cloud. Fait que, tu sais, si tu nous demandes de te conseiller, on va te dire, va dans le cloud en premier. Par contre, c'est vrai qu'il y a des use cases qui peuvent être intéressants pour du on-premise. Tu sais, donc, si tu as une utilisation abusive ou très, très demandante au niveau des ressources de calcul, par exemple, ou de virtualisation de postes de travail, des fois, ça va être... Ouais, du travail qui est lourd, dans le fond, à render ou à travailler. Donc, il y a beaucoup de compute, là. Des fois, ça va valoir la peine que tu aies un serveur local parce que ça va te coûter moins cher que le cloud à court terme. Par contre, si c'est une utilisation qui est ponctuelle, ben là, tu es quand même mieux d'utiliser le cloud. Moi, souvent, ce que je dis aux clients dans ce type de situation-là, c'est comme prends... tu sais, dans le fond, prends on va dire ton minimum, là, que ton core, là, que tu utilises le plus, si tu veux, mets-le on-prem, mais assure-toi de pouvoir faire une extension de centre de données sur le cloud. Comme ça, tu peux étendre un petit peu tes ressources vers le cloud. Parce qu'il y a une affaire bien simple, OK? Tu sais, un modèle qui est sorti avec le cloud qui n'existait pas avant, c'est que maintenant, là, quand tu viens pour monter une architecture cloud, il faut tout le temps que tu scales pour le minimum. Parce que dans le cloud, tu peux scaler à l'infini, puis downscaler aussi comme tu veux. Alors que quand tu achètes de l'infrastructure physique, il faut que tu penses de dire où c'est que je vais être rendu dans 5 ans, puis que tu achètes tout de suite pour le maximum. Fait qu'au niveau du... Faut que tu planifies. Ouais. Tu as plus de casse-tête à aller acheter du... Tu sais, par exemple, finalement, pour que les gens comprennent, des disques durs, donc l'espace supplémentaire pour dire c'est quoi l'utilisation moyenne par année. Tu sais, il y a des calculs à faire, puis s'il y a un disque qui fail, c'est quoi la procédure aussi. Tu sais, il y a des systèmes... nous, on utilise un NAS, par exemple, fait que c'est en RAID, on est correct, là, mais oui, c'est plutôt que du cloud qui est assez... le processus est rapide, tu sais, c'est comme on va augmenter l'espace, c'est plus instinctif, mettons. Ouais, ben c'est ça. C'est sûr que le modèle est différent. Si tu sais exactement qu'est-ce que tu vas avoir de besoin comme type de compute, puis que c'est du compute qui est très intense, puis qui est là 24/7, ben là, c'est sûr que, tu sais, d'avoir une partie de ce compute-là qui roule en local, ça se peut que ça soit plus cost-effectif. Mais là, il faut que tu penses, comme tu dis, au backup. Au backup, souvent, c'est quoi? C'est la règle, c'est une règle de 2 ou de 3, je pense, d'avoir 3 copies en tout temps. Là. Mais au moins d'avoir ton physical format, puis après, peut-être ton extrait qui est prêt à aller donner au client, qui est compressé dans le cloud, d'avoir une copie. C'est parce que là, je parle avec nos fichiers à nous, là, comment on fonctionne de cette manière-là. Là. Mais non, c'est intéressant. Ouais, puis dans ton cas, à toi, vu que tu traites du fichier audio-vidéo, tu n'as pas de latence en ayant quelque chose en local. Ça, c'est un autre use case qui peut être intéressant. Bon point. Mais pour tout ce qui est, mettons, application SaaS ou des trucs que tu veux héberger, puis des données, puis tout ça, puis que tu veux étendre des capabilities. Le cloud est vraiment bien fait pour ça. Tu sais, dans le fond, parce que justement, ou même si tu as des périodes de pointe, puis tu vas être sûr qu'il n'y a pas de latence, tu n'as pas besoin, comme je disais, d'avoir comme tes 50 serveurs up and running. Tu peux scaler de façon automatique, tu sais, fait que, puis downscaler après. Donc, tu payes vraiment l'utilisation réelle de l'environnement. Fait que, tu sais, c'est un monde extraordinaire. Pour vrai, là, tu sais, on vit, c'est ça, dans un monde malade. Puis, c'est vrai. Puis, tu sais, puis là, si je vais plus loin que ça, moi, ce qui me passionne aussi, c'est que, justement, on est habitué de travailler avec des serveurs, puis tout ça. Mais, tu sais, maintenant, il y a de plus en plus de systèmes qui fonctionnent en mode, on va dire, serverless. C'est des événements qui vont déclencher des actions, puis tout ça. On le voit beaucoup avec l'IA, puis l'automatisation, puis tout ça. Donc, tu sais, tu as quelque chose qui se passe, puis il y a quelque chose qui agit.
mettons, on va dire ça de même. Mais ça fonctionne comme ça maintenant, puis ça va être de plus en plus ça au niveau des processus cloud. Là, veux-tu développer un petit peu plus là-dessus, juste pour comprendre les événements, puis après les actions qui sont... Oui, ben c'est ça. Tu sais, par exemple, tu sais, mettons, quand je vais donner un exemple. J'essaie de penser, parce qu'on a fait un projet à un moment donné pour tu sais, des trains. Tu sais, dans le fond, ils génèrent des événements, là, porte qui ouvre, rendu à tel arrêt, tout ça. Parfait. Puis tout ça, ça roule pas dans un serveur. C'est comme des applications logiques, on va dire, là, Logic App dans Azure, là, tout ça, qui gèrent, on va dire, le traitement de ces informations-là. Puis à chaque fois qu'il y a un événement qui arrive, il y a une action qui est déclenchée. Si, par exemple, il y a une panne, ben, tu sais, ça roule pas sur un serveur. C'est un signal qui arrive du train, par exemple, qui dit il y a une panne, genre avertit telle personne ou déclenche telle alerte. Ça. Donc, tu sais, ça, j'essaie de donner un exemple qui est plus concret, mais mets ça dans le côté applicatif, là, tu sais, ça s'applique à plein de choses, là, tu sais. J'ai une question technique plus pour toi, mais tu sais, souvent, les experts dans ta niche, dans le domaine, puis peut-être dans le TI plus at large, vont faire confiance avec les licences Microsoft. Pourquoi opter plus avec Microsoft versus, là, je prends un exemple avec l'espace Google, mettons. C'est quoi les avantages? On dirait que c'est souvent ça qui est utilisé de Microsoft. Oui, ben c'est un bon point. T'sais, on a beaucoup de clients qui passent de Google vers Microsoft, entre autres. Là, passer un certain niveau, là, on va dire... passer à 30 employés, je te dis. C'est le chiffre magique là, qui me vient dans la tête. C'est souvent ça qu'ils répètent, Oui, parce qu'ils ont des besoins, soit qu'ils ont besoin de produire plus de documentation qui est, on va dire, compatible, là, ou carrément le staff qui l'utilise viennent, mettons, de grandes entreprises, puis étaient habitués à ça. Donc, puis dans les universités, c'est ça qu'ils utilisent. 100%. Oui, Teams, exactement. Donc, c'est tout l'écosystème Microsoft. Fait que, souvent, les gens arrivent sur le marché du travail, ils savent comment ça fonctionne, tout ça. Google, c'est bon aussi, là, en passant, là, mais je le vois plus, les gens de start-up, les compagnies qui font du développement logiciel, ils sont un peu plus, genre Mac, Google. Puis de l'autre côté du spectre... Windows, c'est Microsoft. C'est ça. C'est drôle, ça, cette comparaison-là. Mais on dirait que dans un avenue où tu scales à un certain niveau, en haut de 30, c'est vrai que dans tout ce qui est universitaire, peut-être même à un certain niveau gouvernemental, on dirait que Teams, l'univers Microsoft et les authenticators, puis toute cette plateforme-là, est bien, c'est utilisé. Oui, c'est ça. Puis tu sais, il y a des trucs qui deviennent un peu plus importants, puis que Google n'a pas nécessairement le même niveau de maturité. Là. Je te donne un exemple. La gestion des appareils. Microsoft, il est capable de bien gérer les appareils, là, même les Mac, là, on va dire. Là. Dans le fond, c'est un gros parc, mettons, informatique. Tu as plusieurs appareils à gérer. Tu veux t'assurer, mettons, que les disques sont encryptés, que les utilisateurs aient un MFA, puis que si jamais l'ordinateur il se perd, ben que tu peux le wiper à distance. Tu fournis un ordinateur à un employé, par exemple, c'est ça, de ce sens-là. Fait que il y a des outils comme Intune qui vient dans l'écosystème de Microsoft, selon le niveau de licence que tu as, qui est super intéressant pour ça. Moi, c'est une de mes spécialités en plus. Je suis parti du monde de end-user computing, là, qu'on appelle. Là. Fait que, tu sais, l'automatisation et la gestion des appareils, ça devient important, rendu à un certain niveau, là, parce que tu veux pas que ton employé perde 2 jours à monter son poste. Là. My God, non. Fait que, tu sais, il y a des affaires de même. Puis la gestion documentaire, tu sais, à un moment donné, puis même sur Microsoft aussi, là, mais je veux dire, tu sais, ça devient un peu... ça peut devenir un capharnaüm. Là. Fait que d'essayer de contrôler ça, puis de rendre ça pertinent, sécurisé. Puis, sécurisé surtout, avec l'IA qui fait juste ouvrir un peu des portes non sécurisées. Souvent, les gens vont dire « Ah, mais tu sais, j'ai un agent IA qui vient connecter tous mes dossiers dans mon disque, peu importe, pour aller me formater un document, peu importe. Mais là, tu donnes accès. Est-ce que ta clientèle est au courant? Est-ce que tes gens à l'interne sont au courant? S'il y a une breach, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi la sécurité par rapport à ça? Fait que j'aimerais voir un peu votre opinion sur l'utilisation de l'IA à l'interne pour vous. Puis est-ce que vous l'utilisez? Puis à quel niveau? Là, ah oui, écoute, c'est fou. Là.
C'est fou, là, depuis... nous, on l'utilise depuis 2022, là, à l'interne. OK, fait que mais... Ouais, c'est early, là. Mais, jump in, là. Ouais. Mais là, je te dis, depuis cette année, on a atteint quelque chose. Là. Les modèles, ils ont beaucoup évolué, ils sont rendus vraiment performants. Ans, c'est sûr. Ouais. Puis, mais même cette année, là, il y a vraiment une accélération, là, je trouve, au niveau de la pertinence puis des fonctionnalités. Moi, ce qui me fait capoter, c'est l'imagerie et la vidéo. Tu compares en 2022, là, ça faisait... Aujourd'hui, c'est extrêmement... Moi, je trouve ça quasiment difficile d'essayer de déterminer si c'est du vrai ou si c'est du pas vrai. Ça, c'est un autre enjeu, là, mais je te laisse poursuivre. Ah, ça va être encore plus dur. Là. Ben oui, c'est une question de moi. Ça affecte tous les domaines là, dans le niveau créatif et tout ça, mais niveau traitement de données, je pense que c'est juste incroyable. Là. Ça te permet d'être efficace fois 1000. Là. Ah, absolument. Fou, absolument. Puis, tu sais, pour revenir justement à ce que tu disais, tu sais, outre le fait que ça accélère beaucoup la production de données de qualité, on va dire, là, tu sais, il faut que tu aies un certain contrôle puis un certain gouvernance au niveau de ce que tu génères comme data, puis qu'est-ce que tu peux, pour éviter que tu te retrouves avec des données sensibles dans les mains aussi, des gens que tu veux pas, là, puis ça. Puis c'est ça que dans l'écosystème de Microsoft, c'est bien aussi, là, il y a moyen de segmenter la sécurité en fonction de ça. Fait que les gens qui utilisent Copilot, par exemple, Copilot, il peut juste voir ce que toi, tu vois comme utilisateur, il verra pas comme... Sauf que là, il faut que tu saches ce que toi, tu peux voir, là. C'est là le défi, là, des fois, là. J'ai l'impression que Microsoft a quasiment un monopole sur la structure d'entreprise comme ça. Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont aussi bien optimisés ou qui viennent pallier à eux ou c'est vraiment généralisé? Là? Bien, c'est parce que j'ai l'impression qu'ils ont vraiment été capables d'aller chercher une grosse partie de l'écosystème. Fait que ça vient que pour les organisations, ça vient que ça fait du sens de, mettons, exploiter les fonctionnalités qui viennent dedans parce que, ils vendent une licence qui a plein d'outils. Puis si tu regardes ça, puis tu fais comme, ouais, mais j'utilise une autre affaire à côté qui fait la même chose, tout ça. Puis eux, ils continuent de faire maturer leurs outils, puis tout ça. Puis leur gros... Le gros avantage, on va dire, c'est que les données qui restent dans l'écosystème de Microsoft, là, tu ne vas pas leaker nécessairement ton information dans un third party. Là, donc, tu as un peu plus de contrôle sur la sécurité de l'information. Évidemment, c'est tellement généralisé que beaucoup d'entreprises, ou presque toutes les entreprises l'utilisent. Donc, il y a beaucoup de use cases. S'il y a une problématique technique ou une erreur, ben on peut se fier à des données qui ont passé, que justement, des situations qu'on peut corriger, par exemple. Oui, c'est ça, exact. Puis, dans le fond, Microsoft font beaucoup confiance au réseau de partenaires pour aider les clients de Microsoft. Là. C'est pour ça que nous autres, on est là, puis qu'on est pertinent aussi. On fait du projet, mais aussi on peut aider quand il y a des problèmes comme ça. Parce que, tu sais... c'est pas toujours facile, on va dire, de rejoindre le support Microsoft direct, à moins que ce soit une très grande entreprise. Là. Fait que c'est pour ça que nous autres, là, on vient faciliter ça un petit peu. Oui, bien c'est ça. Vous en tant qu'entrepreneur puis implémenteur, là, parce que j'avais interviewé justement un expert, il fait de la cybersécurité pour les réseaux sociaux. Il fait affaire beaucoup avec Meta, puis même c'est extrêmement difficile de les contacter quand tu as une problématique de perte de pages, par exemple. Souvent, tu as des entrepreneurs qui ont des pages qui génèrent du revenu. Fait que là, s'ils se font voler cette page-là, tu fais quoi? Fait que mais souvent, c'est ça, c'est d'accéder puis d'avoir un point de un point de contact avec eux, c'est hyper compliqué, à moins que tu aies justement une référence de quelqu'un qui connaît quelqu'un. Fait que c'est sûr. Ouais. Exactement. Puis, pour revenir à l'IA, nous autres, dans l'organisation, tout le monde a accès à au moins un outil d'IA. Là. Par défaut, c'est Copilot pour tout le monde. Sure. Ouais. Maintenant, il y a d'autres outils qu'on teste aussi, parce qu'on voit que les clients utilisent, mettons, Anthropic puis OpenAI, tout ça. Fait que nous aussi, on les exploite, ces outils-là, pour voir c'est quoi les différences, c'est quoi les fonctionnalités, c'est quoi les pour et les contre, puis les intégrations aussi, qu'on peut faire. Les connexions qui peuvent être faites. Oui, c'est ça. Puis il y a un truc... on va dire que pour la génération qui s'en vient là, sur le marché du travail, là, ou en tout cas les gens qui commencent à exploiter l'IA, là, qui est important de savoir, c'est que si tu utilises l'intelligence artificielle, on va plus se permettre que tu fasses des fautes dans un email,
que tu mets des documents là, qui sont tout croches, puis tout ça. Tu sais, je veux dire, je parle des trucs de base, là, mais je veux dire, c'est tellement rendu facile maintenant de produire des documents, on va dire, visuellement, là, de qualité. Après ça, le contenu, tu sais, oui, ça va être à travailler. Il faut que tu aies un jugement humain là, pour voir si ça a du bon sens. Là. Mais je veux dire, au niveau de la qualité des rendus, là, aujourd'hui, c'est extraordinaire. Il n'y a plus de bonne raison. Tu n'as plus droit à l'erreur, mais c'est un peu ça parce que dès que tu te montres des fautes d'orthographe, des fautes de syntaxe, ou c'est une mauvaise présentation, un mauvais formatage, c'est un manque de connaissances niveau informatique, niveau logiciel, dans le sens peut-être minutie aussi. Fait ça démontre beaucoup de choses. Peut-être qu'on avait plus d'ouverture dans les dernières années ou avant même l'IA, mais là aujourd'hui, c'est. Je veux dire, qui fait pas un repassage de ses courriels? Tu sais, dans le sens, corrige-moi ça. Est-ce que c'est bien dit, cette phrase-là, ou je devrais mieux la formuler? Ça devient instinctif maintenant. Tu sais, comme... En tout cas, fait que, juste le chatbot, c'est comme pour moi, c'est la base de genre l'utilisation d'un IA. Là. Après, t'as tellement de choses que tu peux faire, mais en 2026, c'est de base. Là. Puis, je sais pas pour toi, là, mais moi, là, tu sais, mettons, quand je m'assois à l'ordinateur puis je travaille, là, quand je suis pas en rencontre client, il y a au moins la moitié de mon temps que je passe à prompter, demander des choses. Peux-tu m'optimiser telle affaire? Peux-tu faire ci? Trouve-moi tel document. Tu sais, c'est rendu fou, là, maintenant. Là. Ben, puis du moment que tu comprends un peu l'envergure, comment tu peux utiliser cette IA-là, mettons que tu utilises ChatGPT, ton agent IA, ou juste tes discussions que tu peux avoir, différents projets, différents prompts. Moi, ça gère autant des projets personnels de vie que des projets d'entreprise, d'innovation. Puis juste des fois hey, j'ai pensé à telle chose, je brainstorm avec telle personne sur tel sujet, qu'est-ce que tu en penses? Selon les données qui sont en ligne. Puis il va OK, c'est cool. Juste de jaser, puis puis tu le formes aussi pour toi-même. Fait mais moi, je trouve ça, c'est incroyable. Puis il y a un autre aspect aussi, c'est pas vraiment dans la thématique du podcast, mais c'est le fun d'en parler, je trouve. Là. Mais t'as l'aspect psychologique aussi, des gens qui ont pas la possibilité de parler avec quelqu'un, quotidiennement, puis dans la seconde près. Des gens qui ont besoin d'aide, puis juste de jaser, ben ça leur permet d'avoir une certaine proximité, les enjeux de santé mentale, ça vient aider ou rentrer un peu là-dedans, fait que moi, je trouve qu'il y a une beauté aussi de cette connectivité-là. Là. Ouais, ben c'est ça. Là, j'avoue que là, je ferai attention, là, mais effectivement, si ça peut aider des gens, ben tant mieux. Là, exact. Ça, là. Tant que ça va pas les fucker plus. Là, ben tant mieux. Ouais, je veux dire, t'as des histoires probablement qui ont bavé, des histoires de gens qui vont marier des robots. Là, mais ça, j'ai vu ça là, au Japon. Il y a une mode, mais c'est vrai, hein, ça dit. Mais au Japon, eux, je pense qu'il y a un gros problème aussi d'isolement, là, d'isolement, mais des hommes qui sont incapables d'aller, qui sont très isolés personnellement, donc d'aller fonder une famille, c'est extrêmement difficile. En tout cas, c'est vraiment une situation difficile. Puis je pense au niveau culturel aussi, ils font pas d'enfants, c'est très rough. Mais ouais, c'est un peu spécial. Mais on se dit que c'est spécial, mais peut-être que nos enfants, nos petits-enfants, ça va être un peu... la norme, là, je sais pas, peut-être plus nos petits-enfants, là, mais ouais, ça va être plus... ouais, c'est ça. Moi, j'avais quelqu'un qui est allé habiter là-bas, il me disait ils sont 50 ans d'avance, tout s'en vient, là, tu sais. Okay. La technologie, je peux y croire, quand même. Ouais, c'est ça. Je vais sauter un petit peu plus niveau croissance d'entreprise. Est-ce que tu as toujours une vision de bâtir comme un empire? Quand je dis un empire, c'est pas négatif, là, mais de s'implanter un petit peu partout hors Québec. D'aller servir différents clients, d'aller développer différents marchés. Tu as toujours un intérêt vers ça où tu dirais, moi le Québec, pour vrai, je suis bien, c'est ma terre, puis je suis là, quoi. Ben, c'est vrai que, on veut faire une croissance, mais de façon intelligente, là, parce que... OK. Là, ce que je trouve le fun, c'est que je fais partie de réseaux professionnels, puis ça me permet de voir un petit peu le parcours aussi de d'autres entrepreneurs, puis tout ça. Puis il y a différents moyens de croître puis de prendre de l'expansion. Soit que tu le fais de façon agressive avec des acquisitions, tu peux aller chercher d'autres entreprises pour t'aider à aller chercher des nouveaux marchés, puis tout ça. Nous autres, vu qu'on a une expertise qui est assez nichée puis qui est très importante là, pour nous autres au niveau de l'expertise puis
ce qu'on projette aussi comme image, bon, on y va de façon un petit peu plus prudente, on va dire. Fait qu'on on a une bonne présence au Québec, mais on va continuer d'exploiter ce marché-là parce que le marché n'est pas saturé encore, puis tout ça. Après ça, c'est sûr que dans l'objectif, c'est d'aller un petit peu plus loin. Tu sais, mettons, on va aller au Canada, puis tout ça. Tu sais, aux États-Unis, on en fait un petit peu. Mais peut-être qu'avant ça, on va aller en France. On a ouvert une filiale en France il n'y a pas longtemps parce que justement, on a eu des demandes de clients là-bas, de partenaires pour les services qu'on offre. Cool. L'avantage qu'on a, c'est que on parle français puis anglais. Ouais. Puis on est sur un autre fuseau horaire. Fait que tu sais, ce qui est pour nous, des fois, on fait des interventions qui sont en dehors des heures pour eux, alors que pour nous, c'est dans les heures de bureau. Ça devient avantageux, surtout en informatique et en techno. Là. C'est ça. Très cool. C'est ça. Puis, tu sais, l'expertise est appréciée. On va dire les tarifs sont similaires. Tu sais, fait qu'on n'est pas comme... souvent, les gens vont dire, mais il y a l'avantage, justement, tu sais, juste l'échange, si on fait affaire avec un Américain, tu sais, l'échange canadien. Après, si tu charges, tu t'adaptes ton prix, c'est différent, là, mais tu sais... Oui, c'est ça. Effectivement, les taux de change sont intéressants, même avec l'Europe. Là, l'euro, il est bon pour nous autres. Aussi, exactement. Ouais. Donc ça, c'est les marchés qu'on est en train d'exploiter en ce moment. Mais comme je te dis, il faut qu'on le fasse de façon intelligente parce qu'on ne veut pas non plus se brûler. On veut continuer d'avoir une équipe qui est ultra efficace. Dans le fond, on est ligne, tout ça. Tout le monde est important dans l'équipe. Tout le monde a une job importante. Puis les gens ont mettons, l'équipe d'experts, ils ont toutes des expertises qui sont très nichées. Quand quelqu'un appelle, c'est sûr qu'il y a quelqu'un dans l'équipe qui peut aider pour presque n'importe quel sujet au niveau des tout le monde dans l'équipe est hyper pertinent. Il n'y a pas de gras l'entour de là. C'est vraiment... C'est ça. Puis on a une équipe aussi qui s'occupe, parce que comme je te dis, on a quand même beaucoup de projets. Puis, un nombre limité de ressources. Fait qu'on a une équipe qui fait la gestion de projet, de la coordination de projet qui est super importante. Là, c'est réglé au quart de tour. Il n'y a pas de temps mort. C'est extraordinaire, là, pour vrai. Là. À 25 employés, comment on fait pour avoir une belle culture à l'interne? Que les gens se sentent tatoués. Il y a 4 technologies, que ce soit une famille. C'est un peu des termes qu'on utilise souvent pour que les gens soient motivés puis tout ça. Mais concrètement, pourquoi les gens restent à leur poste actuellement? Là? Autant que possible, on essaie de valoriser chaque personne. Ça. C'est sûr que, la plupart des ressources techniques travaillent à distance. Fait qu'on a leur autonomie dans ce sens-là. Okay. Parce qu'on a un bureau, c'est plus l'équipe de gestion, on va dire, qui va venir. Il y a quelques ressources techniques qui viennent aussi, mais on va dire que généralement, c'est très remote. Parce que de toute façon, si tu travailles avec 6 clients dans ta journée, c'est rare 6 clients par jour, là, mais je veux dire, si tu passes d'un client à l'autre, tu es tout le temps en meeting de toute façon. Fait que, que tu viennes au bureau des fois ou que tu sois chez vous. Soit en meeting chez vous là-bas. Oui, c'est ça. Fait que, mais on essaie quand même, au niveau de la présence, de faire des activités tout ça pour aider avec l'esprit d'équipe, tout ça. Dans ton expérience, c'est une stratégie qui fonctionne, justement, pour créer le lien de confiance, le lien de... Oui, c'est sûr que ça aide, là, de se voir de temps en temps, puis tout ça. Mais on fait des lunch and learn, on fait des petits... des petites activités, là, même quand des fois c'est en remote, puis tout ça, au moins que tout le monde se voit. Il y a comme le capacity planning, c'est une activité de job, mais je veux dire, c'est une fois ou 2 par semaine où est-ce que toute l'équipe est là, puis on repasse la revue de chaque projet pour la semaine, avec les attributions. Comme je te disais, on en a beaucoup à faire. Fait que, il y a beaucoup d'ajustements en cours de semaine, mais au moins chaque semaine, les gens ils partent avec ce qu'ils ont à faire. Puis pendant ce moment-là, tout le monde voit qui fait quoi, c'est quoi l'expertise, s'il y en a qui ont des besoins d'aide, tout ça. Il y a un échange qui se fait à ce moment-là. Puis on n'a pas... on a des gens qui sont venus puis qui sont repartis puis tout ça, mais on a un core team aussi qui est là depuis quasiment le début, ou qui sont là depuis quand même longtemps. Je pense qu'on a un de nos plus vieux que ça fait 3 ans qui est là. Parce qu'il faut que je te rappelle que... Incroyable. Dans les 25 ressources, il y en a que c'est des employés internes. Il y a des consultants aussi, donc 25 et plus, parce qu'on a un gros pool de consultants. Oui, des collaborateurs, des consultants. Quand c'est une expertise qui est ultra nichée, là, mais qu'on a besoin juste une fois de temps en temps, on a des experts, des MVP, des fois, là, Microsoft, là, qui peuvent venir aider pour des trucs. Ouais, c'est ça. Fait que ça c'est cool. Mais mon modèle d'affaires au début, là, en 2018, c'était juste ça.
sais, moi, je voulais pas d'employés, je voulais juste aller chercher les meilleurs, puis les mettre en relation avec les clients selon les projets, tout ça. Puis, je me suis rendu compte au fil du temps que, tu sais, comme je reviens au début, là, c'est l'esprit d'équipe qui manquait, tu sais. Ouais. Parce que, I guess que, tu sais, niveau business, tu disais, bon, pour scaler, j'ai pas nécessairement besoin peut-être d'une équipe à l'interne, mais pour moi, pour mon intérêt de bâtir une entreprise qui fait du sens, puis la petite flamme, vraiment, pour continuer de faire ça, c'est l'esprit d'équipe, d'aller rechercher ça. C'est ça, puis le sentiment d'appartenance, parce que je pense que, tu sais, les gens, justement, dans l'équipe, ils sont fiers d'être chez IO4 parce qu'on a quand même un bon rayonnement au niveau de cet écosystème-là. Tu sais, les gens, ils savent que IO4, c'est une bonne entreprise pour les experts Microsoft, par exemple. T'sais, donc, ils se sentent un peu chanceux, là, en tout cas, je l'espère, parce que moi, je suis vraiment fier de mon équipe et tout ça. Puis, c'est ça. Donc, on a cette espèce de rayonnement-là, puis cette espèce de sentiment de fierté, de travailler dans une équipe d'experts aussi. Là, y a-tu quelque chose que tu as remarqué quand tu t'es lancé, justement, puis tu as lancé officiellement IA4? Dans tes compétiteurs, dans ta niche, tu voyais peut-être des façons de faire, des méthodes de travail, tu disais... Ah mon Dieu, c'est peut-être pas optimisé, c'est un peu vieux jeu ou même c'est des mauvaises pratiques peut-être à ne pas implanter puis tu disais moi je veux pas faire ça. Qu'est-ce que tu voyais qui te dérangeait un peu? Ah, c'est bon que tu demandes ça. T'as pas le fact que c'est une bonne mais ouais. L'affaire que je pense qui me fait le plus triper là, dans le travail, là, c'est l'optimisation. Il n'y a aucun statu quo. Puis des fois, c'est bad trippant. Je me souviens de nos collègues, Emma qui s'occupe du bureau de projet. Là, je le voyais dans ses yeux des fois là, que j'étais comme « Hey, j'ai une idée ». Puis là, je voyais qu'elle disait « Oh non, il va tout scraper ce qu'on a monté. » Puis tout ça. Mais non, mais c'est ça. Mais bref, c'est l'idée derrière ça, c'est de dire il faut qu'on revoie en permanence nos façons de faire pour les optimiser le plus possible puis de rendre ça le plus efficace. Puis les entreprises, comme tu dis, qui sont vieux jeux, je pense, c'est qu'ils acceptent le statu quo. On a une méthode qui fonctionne bien, on fait des revenus, ça marche bien. Pourquoi changer quelque chose qui marche bien? Oui, c'est ça. Mais tu sais, qui est peut-être pas optimal, mais on est à l'aise avec ça. Ouais. Puis beaucoup de ça va tellement loin dans le sens d'innover dans tes systèmes de gestion, par exemple, j'avais invité quelqu'un qui fait l'implémentation de CRM, système de gestion. Puis beaucoup d'entreprises se disaient, écoute, la transition vers les fameux 8000 fichiers Excel ou Google Sheets ou name it, vers un système, c'est quasiment un blocage mental de prendre le temps de s'asseoir puis de repenser à notre structure. C'est même pas l'implication financière, c'est le fait de repenser puis de se renouveler justement à travers ce système-là qui est lourd pour des entrepreneurs. T'sais. Mais c'est fou quand même. Oui, exact. Puis c'est ça. Puis un autre point aussi, c'est que, tu sais, moi, dans l'entreprise, là, c'est clairement moi le plus vieux là, de la gang. Fait que je pense que la moyenne d'âge, c'est genre 32 ans. Là, moi, je vais avoir 46 dans 2 semaines. Là, fait que, mais ce que je veux dire par là, c'est ça, j'apprécie beaucoup d'être entouré de gens dynamiques qui sont un peu plus jeunes. Moi, dans ma tête, j'ai 25 ans, là, mais je sais que quand je me regarde dans le miroir, c'est pas ça qui se passe. Là. Mais je veux dire... Mais mentalement, tu es aussi actif que quand tu avais 25 ans ou tu vois la tête. Ça me motive beaucoup, tu sais. Mon travail me motive beaucoup. Je trouve ça vraiment le fun. Garde allumé. Oui, c'est ça, exactement. Puis je reviens aussi au côté créatif par rapport à l'impro, tout ça, mais c'est très créatif comme travail, dans le sens ça m'aide beaucoup d'avoir ce côté-là pour essayer de trouver des solutions, puis tout ça. Puis je suis bien entouré aussi parce que mon associé Jordan, là, dans l'équipe aussi, là, on est souvent en mode solution là, dans l'équipe en général. Fait que ça aide beaucoup à avancer rapidement. Puis, une autre affaire qui est cool, là, c'est comme, vu qu'on n'est pas, justement, une grosse structure, faire des changements, ça se fait. Là. C'est rapide. Ça se fait vite. Ouais, c'est pas long. Vous n'avez pas besoin de passer par 3, 4, 5, 6 personnes pour approbation. Là. Non, c'est ça. Puis, tu sais, je veux dire, demain matin... n'importe quoi, là, Microsoft n'existe plus. Là. Sure. Ouais, mettons. Pouf. Mais nous, on a une société de services, tu sais, fait que l'expertise qu'on a, on va l'utiliser pour faire d'autres choses. Là, je veux dire, c'est plus facile que, mettons, si tu as développé un logiciel, puis là, plus personne qui en veut. Là, non. Tu m'as mentionné Jordan, ton associé. Ouais.
Peux-tu m'expliquer concrètement les tâches que vous avez concrètement, tu sais, séparément, là? C'est quoi ton implication, puis lui, c'est quoi son implication dans IO4? Ouais, ben c'est ça. Jordan, en fait, à la base, c'était un sous-traitant de IO4. Tu sais, comme je te disais au départ, là, c'était beaucoup basé sur les consultants et tout ça. Puis moi, il m'avait impressionné parce que c'était la personne avec la meilleure approche client. Là. En plus, qui était bon techniquement, mais au moins, il avait le même mindset que moi, de dire, tu sais, customer obsessed. Tu sais, genre, il faut qu'on s'assure que le client soit content, puis, tu sais, qu'on livre de la valeur, de l'expertise, puis tout ça. Fait que moi, j'ai réalisé quand même rapidement dans mon parcours de IO4 que je voulais pas faire ça tout seul. Tu sais, j'avais besoin d'aide pour challenger, puis partager, si tu veux, la direction de l'entreprise. Tout ça, moi, j'avais aucun problème avec ça. Puis j'avais approché d'autres gens dans mon entourage, puis tout ça, puis on avait fait des sessions, des essais, puis tout ça. Puis à un moment donné, c'est ça, quand j'en ai parlé à Jordan, lui, il était intéressé. Puis pour vrai, j'étais surpris parce que je m'étais dit, tu sais, ça l'intéressera peut-être pas. Peut-être qu'il veut faire ses trucs de son bord. Puis il a embarqué all-in rapidement. Nice. Puis c'est ça. Maintenant, on se partage la direction de l'entreprise. On a une activité cet été pour justement clarifier un petit peu plus les rôles de qu'est-ce qu'on veut, mettons, focusser chacun de notre côté. Oui. Parce que là, en ce moment, c'est facile, tu sais, on était beaucoup dans les opérations, puis dans les ventes, puis tout ça. Vous lancez la balle dans différents chapeaux de l'entreprise. Puis là, tu sais, il y a des rôles qui commencent à se cristalliser, là, ou, tu sais, à se placer. Les zones de génie, souvent, tu disais, moi, j'ai peut-être plus d'habileté puis d'intérêt mettons, dans les ventes. Ben, tu sais, c'est ça. Puis là, tu sais, c'est juste aussi pour s'aider à, tu sais, focusser un peu nos efforts. Au lieu de faire, mettons, des fois, mettons, les deux, on est bons pour faire un truc. Mettons qu'on est on est deux bons en vente. Ben, faudrait quand même qu'il y en ait un qui s'occupe plus de ça que l'autre, parce que pendant ce temps-là, l'autre peut faire des activités un petit peu plus pour le développement des opérations ou l'optimisation des affaires de même. Fait que, parce que là, c'était pas un problème au début, parce qu'on était beaucoup dans les opérations, mais depuis 1 an, on va dire 1 an et demi, on a monté une bonne équipe core pour les opérations, puis tout ça, puis on est capable de déléguer beaucoup de choses. Fait que là, c'est tout un apprentissage pour moi aussi. D'apprendre à déléguer aussi, de faire confiance à l'autre? J'ai 100% confiance à Jordan. C'est plus, tu sais, dans le fond, moi-même, tu sais, mettons, déléguer des tâches que je suis habitué de faire, parce que moi, je faisais tout au début, tu sais, quand tu fais une entreprise. Oui, ben oui, fait que là, tu sais, petit à petit, c'est comme, OK, je laisse des morceaux aller pour, mettons, me libérer plus de temps. Est-ce que tu as eu tendance à être plus en mode micromanaging ou à vraiment l'extrême de dire, je laisse beaucoup de laisser aller? Quand je délègue pour vrai, là. Ouais. Tu sais, par contre, genre, ce que j'aime pas, c'est si, mettons, je te fais confiance, puis que ça livre pas les résultats. Ben là, clairement, oui. Ouais, c'est là que ça accroche un peu plus, mais mettons... Mais du moment que tu livres les résultats, go, mon cher. Là. Ah ouais, c'est ça, exactement. T'as ma confiance all-in, tu sais, c'est ça. On dirait que c'est souvent une zone grise aussi, c'est un petit peu, tu sais, de genre supervision, mais tu sais, du moment que la personne a l'expérience, tu sais qu'il va rendre la marchandise au bon moment. Let's go, tu sais. Mais après, c'est de sélectionner les bonnes personnes. Puis là, je vais faire un pont avec cette dernière question-là. Comment on trouve un bon partner? Là, tu disais que tu travailles avec Jordan niveau consultation, en sous-traitance, sûrement. Là. Puis, comment tu t'es dit, hey, he's the one, mettons, pour m'aider à scaler IO4, right? Puis, qu'est-ce qui fait que ça fonctionne encore aujourd'hui avec lui? Puis, vice-versa, là, lui avec toi. Ouais. Ben, écoute... Pour vrai, comme je t'ai dit, j'ai essayé d'approcher plusieurs personnes pour voir, tu sais, il y a du monde que je pensais avoir des fits, puis tout ça. Puis, c'était Jordan qui avait... C'est un gut feeling, souvent? C'est comme un sentiment que t'as, ou... C'était, on va dire...
C'était plus que du gut feeling. Là. C'était vraiment, tu sais, j'avais des livrables, là, des mesurables là, réels là, pour voir, OK, lui, il a compris comment ça marchait, là, j'aurais pas de problème avec. Parce que le problème de s'associer, mettons, avec d'autres entrepreneurs, puis même, c'est le même cas quand tu fais des acquisitions. Là, moi, de ce que j'ai compris de toutes les organisations ou mes amis entrepreneurs qui ont fait ça, c'est... Quand ça marche, c'est cool. Quand ça marche pas, c'est souvent une question de culture fit. C'est pas tant que la compagnie ne fait pas avec ce que tu veux, puis tout ça, mais des fois, c'est souvent la culture d'entreprise, la culture des entrepreneurs qui est trop différente. Fait que ça, c'est pour ça que, pour nous autres, à court terme, c'est pas dans notre objectif de faire des acquisitions, c'est plus de faire, continuer de faire le rayonnement de l'entreprise. Mais pour revenir à Jordan, ben, c'était vraiment... c'était vraiment la culture. On avait la même vision là, pour comment on voyait ça, là, une firme de services professionnels d'experts en TI puis tout ça. Fait qu'on était alignés parfaitement là-dessus. Là. C'est pour ça que ça a marché. Là. J'adore ça. Je pose la question parce que beaucoup d'entrepreneurs sont peut-être mieux de rester en solo, en mode solo. Puis d'autres qui sont peut-être mieux justement de vivre l'expérience d'être avec des associés. On a toujours entendu des histoires d'horreur de peut-être tu te dis, tu as peut-être une belle connexion au niveau personnel. T'sais, des fois, c'est peut-être un ami, tu dis, il y a des intérêts, il y a des compétences, mais là, vous rejoignez niveau business, puis il y a des accrochages, une méthode de travail, tu travailles un petit peu plus que lui, l'autre travaille pas, les livrables sont pas les mêmes. Ça peut être challengeant, fait, mais encore une fois, ça peut être la meilleure décision que tu peux faire aussi de t'associer. Fait, c'est pour ça que je pose souvent la question aux entrepreneurs qui le sont. Comment bien s'aligner avec la bonne personne. Ouais, c'est ça. C'est beaucoup de testing, j'imagine, puis prendre la chance aussi d'essayer. Ouais, puis tu sais, ça c'est un autre point. Je veux dire, je suis pas arrivé genre le lendemain matin avec un contrat. Là. On a essayé de travailler ensemble pendant 1 an, puis on s'est donné, mettons, un engagement de dire, OK, ben si ça marche dans 1 an, on fait le due diligence sur le contrat. C'est ça. Ouais, c'est bon ça. C'est plus fair aussi que d'y aller par émotion, let's go, puis Ouais, c'est ça. Puis ça a fonctionné. Cool. Tu sais, moi, je me vois pas... tu sais, comme tu dis, le côté personnel, tu sais, des fois, c'est touchy, là, tu sais. Donc, même, tu sais, je vois des entrepreneurs qui travaillent avec leur famille ou avec leur femme, tout ça, puis que ça marche super bien, puis moi, je suis pas comme il faut. Non? Enfin, ben ça, c'est une question que je t'ai pas posée, mais tu es capable de faire une déconnexion entre le perso et le pro, à un certain niveau? Ouais, tu sais, au début, là, quand j'étais beaucoup plus seul dans les opérations, puis ça me demande encore beaucoup d'espace mental, mais j'ai pris rapidement l'habitude de faire cette déconnexion-là. Fait que le soir, tu sais, quand je finis de travailler, je lâche tout, tu sais. Tu sais, puis je dis ça, ça arrive des fois là, que je suis comme, j'ai trop une idée en tête, là, puis là... mais à la limite, je me cache quasiment, là, tu sais. Mais plus souvent que pas assez, t'es capable de... Mais non, c'est ça, mais oui, par défaut, le soir, je travaille pas, puis le week-end non plus. Sauf quand, justement, tu sais, des fois, j'ai des petits moments, puis ça, là, c'est ça, mais tu sais, c'est pas devenu une habitude, ça, je veux dire, tu sais. Non, c'est ça. Tu peux avoir des entrepreneurs qui sont très dans l'émotion, puis dans le go, qui sont, mettons, des rouges, tu sais, qui vont dire, moi, c'est tout le temps, puis le cerveau, il t'abonne tout le temps jusqu'à temps que, tu sais, ton corps t'a dit, c'est assez, t'sais. Fait que je pense que c'est bien de... Tu sais, souvent, c'est ça, ils disent, ben, tu sais, moi, j'amène les situations à la maison. Tu sais, des fois, ben, c'est des discussions que j'ai avec ma femme quand ils sont en affaires ensemble, ben là, ou son chum, tu sais, c'est un peu inévitable, tu sais, au coin de la table à la cuisine, tu sais, mais bref. Non, c'est intéressant quand même de faire une distinction entre les deux, tu sais, puis d'être capable de développer ces deux parallèles-là, tu sais, en affaires. Je t'amène les derniers sujets, justement, de notre podcast aujourd'hui. Ouais. Si on se lance en janvier 2027, y a-tu un objectif pour IO4 que tu aimerais atteindre? Écoute... Un objectif principal, là, mettons. Là. Ben, on a parlé un petit peu... ben, là, cette année, on a développé une équipe de vente qu'on n'avait pas avant. Bon, OK, cool. On a essayé l'année passée, ça n'a pas très bien marché, mais là, on a fait plein d'erreurs, on a appris de tout ça. Puis là, cette année, là, je pense qu'on a une recette qui n'est pas pire. OK. Fait que l'année prochaine, ça serait on va dire, de doubler ça, tu sais, doubler l'équipe de vente, puis de commencer à développer le marché en France. On va faire des tests. Ouais. Ce serait ça. J'adore ça. Ben, c'est parfait. Ça va faire un lien avec la dernière information que je vais te donner à la fin du podcast. Les deux dernières questions que je t'avais posées pendant notre rencontre, je vais te les reposer, puis on va y répondre évidemment aujourd'hui. C'est quoi ta vision du succès? T'sais, comment tu la définis actuellement, rendu à 46 ans bientôt dans 2 semaines? Là?
Ben écoute, moi, pour vrai, là, ce qui me fait le plus triper, c'est de faire ce que j'aime le plus dans la vie. Tu sais, je veux dire, pour vrai, tu sais... C'est aussi simple que ça, ouais. Ouais, c'est ça, tu sais, je veux dire, je suis pas quelqu'un qui est super matérialiste, là, tu sais, j'ai pas besoin de plein de bébelles, Porsche, pour te... tu sais, mais, tu sais, je veux dire, j'ai quand même une indépendance financière. Dans le fond, je suis capable de bien vivre de ce que je fais là, puis j'ai du fun à tous les jours, là. Moi, je pense que c'est ça, là, pour vrai. Ben, on peut peut-être tweaker, c'est vraiment le fun comme réponse, mais on peut peut-être la tweaker un petit peu puis amener d'autres infos, là. Fait que, dans le fond, l'argent, comment tu la vois? T'sais, parce que là, tu viens de mentionner quelques infos. Moi, le matériel... Fait que comment tu la réutilises ou comment tu la vois niveau business, niveau perso, là, l'argent? C'est vraiment une question d'indépendance, dans le sens que, tu sais, mettons, l'argent que je fais ou que j'ai accumulé, dans le fond, il me permet de me dire que, tu sais, j'ai envie de m'acheter quelque chose, c'est correct, j'ai envie de partir en voyage, c'est beau. Même, tu sais, si j'ai pas des Rolex, là, ou, tu sais, des goûts de luxe, tu sais, mais, tu sais, quand j'ai envie de faire quelque chose, je vais pas me priver, tu sais. Ça te donne du choix, dans le fond. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Puis après ça, tu sais, je pourrais décider de dire, ben, je vais arrêter de travailler, puis faire d'autres choses, puis pas être stressé, mettons, monétairement, là, tu sais. Ouais. D'avoir une paix d'esprit aussi, de te coucher le soir, de dire, regarde. Ouais. Tu sais, puis je pense que beaucoup d'entreprises, ils ont énormément de problèmes niveau cash flow, là, tu sais, puis souvent, c'est la mort d'une entreprise quand tu as la misère à gérer ça. Là. Ouais. Mais j'adore ça, cette vision-là, parce que, encore une fois, le matériel, c'est le fun. C'est comme à court terme, il y a beaucoup de gens qui vont se valoriser à travers ça aussi. Ouais. C'est un succès d'un beau véhicule, une grande maison, voyager plusieurs fois par année. Voyager, c'est un peu d'expérience aussi, fait que c'est pas vraiment une dépense pour moi, là, mais encore là, c'est ça, c'est de voir, toi, est-ce que ton morceau de vêtement Gucci va t'amener une valeur personnelle, ou au contraire, toi, est-ce que tu es en amour avec le craftsmanship de la marque? C'est souvent, mettons, la Rolex, ben, tu adores l'histoire, ouais, c'est ça. Ou c'est-tu parce que t'aimes ce que ma tante ou mon oncle va dire à Noël, c'est ça que tu valorises finalement. Puis beaucoup de gens tombent dans ce panneau-là de dire, regarde, j'achète la montre pour les autres quasiment. Là. Ouais, c'est juste pour la perception des autres. Ouais, parce que moi, je juge pas, là, tu sais, je trouve ça beau, une Rolex, là, tu sais. J'encourage, dans le sens, si t'es capable de te le payer, puis hey, go, mon chum, bravo, là, moi, c'est une fierté, là. Moi, je vais à péter, là, tu sais, je suis pas assez délicat, tu sais, dans la vie, je peux pas avoir des belles choses tout le temps, tu sais. Ouais. Fait que ça, c'est une autre affaire, tu sais. Mais non, mais puis après, je pense qu'en vieillissant aussi, tu t'assois et tu te dis, regarde, moi, qu'est-ce que j'ai besoin pour être heureux, peut-être? Ouais, c'est ça. Combien d'argent que j'ai besoin de faire? Ou, puis c'est sûr que quand tu as une business, tu veux réinvestir ton argent pour la faire croître et tout ça. Fait que, moi, personnellement, je sais pas si tu vois ça de même, mais c'est plus moi, je le vois comme un outil, un marteau. Oui, c'est un levier. C'est un levier, tu sais. Dernière question qui fait du pouce avec celle-ci. Si tu pouvais parler à une version de toi-même de 25 ans aujourd'hui même, qu'est-ce que tu lui dirais, Louis-Philippe? Ah, écoute, j'aurais plein de choses à y dire. Là, ce serait... Tu sais, parce que j'étais consultant, tu sais, à cet âge-là, tu sais, je commençais la carrière, tu sais, un peu de consultation, puis tout ça. Puis, au début, là, j'avais parti une petite compagnie, moi, tu sais, de services informatiques, puis j'ai switché ça 2 ans après en consultation, puis j'avais de la misère à me faire payer, puis tout ça. Mais si j'avais à me donner un conseil, ce serait comme... tu sais, réessaye, là, ça va marcher, là. Tu sais, le fait de partir d'entreprise, une question de patience, tu sais. Des fois, le succès, ça vient pas instantanément. Mais la constance, c'est important, la patience. Oui. Puis, à un moment donné, si ça marche, là, délègue. Délègue tout ce qui est pas à valeur ajoutée, là, tu sais. Je suis d'accord. Parce que moi, j'aimais beaucoup ça, faire, tu sais, avoir le contrôle sur toutes les opérations, puis tout ça. Puis, au final, quand je regarde dans le rétroviseur, tu sais, je me dis... il y a tellement d'affaires que j'aurais dû déléguer avant. Là. Je me suis tellement fait chier. Pour aller plus vite. Ouais, c'est ça, exactement. De ne pas hésiter. Souvent c'est du temps que tu perds aussi à faire une tâche qui est peut-être pas, encore une fois, ton intérêt, ta zone de génie. Puis souvent, si tu concentres toutes tes activités à toi-même, ben tu travailles en silo. Puis justement, tu vois pas l'opportunité justement de déléguer. On regarde la dépense, mais réellement, c'est un investissement dans... comment tu peux mettre du temps ailleurs qui va te valoir plus d'argent. Fait que c'est de voir ça. Puis encore une fois, c'est une question de... As-tu les moyens aussi? Tu vas t'endetter en déléguant cette tâche. Mais c'est primordial. Puis après si toi, c'est un blocage niveau personnel de dire, regarde, moi, j'ai une certaine qualité, puis je veux m'assurer que ça soit la même chose
encore là, il faut que tu sois capable, il faut que tu sois capable de faire confiance à l'autre aussi. Ouais. Parce que cette nouvelle personne-là qui va peut-être amener une nouvelle méthode de travail, une efficacité qui va te surprendre, ben, c'est une belle découverte aussi. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, quand on délègue, des fois, au début, là, c'est pas nécessaire toujours d'engager quelqu'un. Il y a des services qui sous-traitent, tu sais. Ben, beaucoup ça sous-traite. Ben oui, c'est ça, exactement. C'est la comptabilité. Ben oui, en même temps, c'est ça. Dans ces contextes-là, quand tu ne sais pas ces possibilités-là, c'est de le poser. Puis, juste d'avoir peut-être un coach, un mentor dans ton industrie, à un certain niveau. Peut-être que Louis-Philippe va pouvoir vous former. Là. Des fois, j'ai des invités qui ont eu ces opportunités-là de coaching, de gens qui contactent. Hey, mon Dieu, c'est cool ton parcours, tu veux-tu m'aider à en manier? Je me lance un peu là-dedans, je sais pas trop. Là, c'est le fun aussi. Oui, absolument. Puis ça, c'est l'autre point que je me serais donné. Ouais. Dernier point, c'est vraiment entoure-toi de d'autres entrepreneurs. OK, tu l'as pas fait assez, tu trouves? Non, c'est ça. Tu sais, là, je fais partie d'un réseau de l'AQT, l'Association québécoise des technologies. Ouais. On est tous des pairs, puis ça, c'est vraiment cool. Qu'est-ce qu'on échange là-dedans. Puis aussi IO, comme Nicolas. Donc, ça aussi, c'est plein d'entrepreneurs qu'on échange dans des parcours, qui ont des parcours très différents, mais qu'on se rejoint tous sur, sur la business. Là, I like it. Louis-Philippe, tantôt, je t'ai posé la question sur les objectifs. Ouais. Je la pose par intérêt, mais aussi parce que dans un an, on va refaire une relance. Donc, un part 2. Donc, aux années, je fais toujours une relance avec mes invités. Ouais. Puis, on va pouvoir aborder ces objectifs-là qu'on a discuté aujourd'hui, puis voir est-ce qu'on l'a atteint, est-ce qu'on a changé, on a pivoté, tout ça. Fait qu'on va pouvoir faire du pouce là-dessus. J'espère que tu as aimé ton expérience ici. Certainement. C'est une belle discussion, tu vois, c'est décontracté, tant mieux. Puis écoute, je veux juste te remercier pour ton temps. Moi, j'ai appris beaucoup. Je pense qu'il y avait beaucoup de notions techniques puis instructives. Puis aussi, en fait, le podcast, c'est très éducatif aussi. Là. Ben oui, c'est ça. Fait que je pense qu'on a touché un petit peu à tout. Mais comment t'as aimé cette expérience-là aujourd'hui? Non, j'aime beaucoup ça. Écoute, tu sais, une affaire aussi que j'ai appris des entrepreneurs, c'est que des fois, on a des grandes gueules, là. On aime ça parler de nous-mêmes, de ce qu'on fait, ouais. Puis c'est pas tout le monde qui veut l'entendre. Fait que là, tu sais, dans le fond, c'est le fun de je comprends ce que tu veux dire. En même temps, la beauté du podcast, c'est que ça va, en publiant le contenu qu'on va publier, ça va reach out la bonne audience. Fait que donc, les gens qui sont dans l'intérêt de cette... Après, oui, ça se peut que quelqu'un commente quelque chose, puis tu te dis, mais tiens, encore, c'est le monde de l'Internet, tu as toujours des gens qui vont écrire des niaiseries. Mais en réalité, c'est ça, tu te dis, mais moi, je suis qui pour faire ça, ou pourquoi je mettrais ce contenu-là hors d'air? Tu vas toujours trouver ton audience, puis les gens qui vont aimer ce que tu fais, ils vont te suivre à 100%. Fait que c'est ça de bâtir une communauté, en fait, puis c'est un peu l'impact qu'on veut faire à travers le podcast. Ouais, c'est une super belle initiative, en tout cas. Là. Merci, mon cher, c'était super sharp. Super. Merci beaucoup à toi aussi. Là. You don't always get to choose in this life, win and lose in this life, but I'ma prove in this life we can move in this life.